Nous sommes dimanche, bonne fête de Pâques, c'est le rendez-vous de cette info. L'équipe du dimanche est en place. L'essentiel de l'actualité de la semaine, c'est ici. Réconciliation nationale, mouvement d'humeur dans les secteurs sensibles de la santé et de l'éducation, crise du foncier urbain. Voici pour le menu. Bonsoir et bienvenue. Tout de suite, le journal du dimanche. La célébration de la résurrection de Jésus-Christ, une célébration marquée par la vigile pascale du samedi saint au dimanche de Pâques à Bobo-Dioulasso. C'est à la cathédrale Notre-Dame de Lourdes que l'archevêque de la ville a célébré la veillée pascale, une veillée au cours de laquelle plus d'une centaine d'adultes ont reçu le sacrement de baptême. C'est dans la prière et la joie du Christ ressuscité que les chrétiens catholiques de Bobo-Dioulasso célèbrent Pâques, passage des ténèbres à la lumière, victoire du Christ sur la mort. Au cours de cette veillée pascale, Monseigneur Paul Ouedraogo, archevêque de Bobo-Dioulasso, a invité les chrétiens à prendre au sérieux la résurrection du Christ, car elle est le fondement de la foi catholique. Le message, c'est inviter les chrétiens tout simplement à prendre au sérieux la résurrection du Christ, puisque c'est l'événement central qui fonde notre foi de chrétiens catholiques. Pas de résurrection du Christ, on n'a rien du tout. Et c'est parce que le Christ est ressuscité qu'une lumière nouvelle éclaire notre vie, éclaire l'humanité pour dire que le message qu'il nous a laissé, l'évangile, vaut la peine d'être pris au sérieux. La résurrection du Christ marque la victoire de l'amour sur la haine, la victoire de la fraternité sur l'isolement, a insisté l'archevêque de Bobo-Dioulasso dans son message aux fidèles chrétiens. Et c'est parce qu'il est ressuscité aussi qu'il nous dit qu'il a la victoire sur la mort, mais aussi la victoire sur le mal et sur le péché. C'est la victoire de l'amour sur la haine, la victoire du pardon sur la vengeance et la victoire de la fraternité sur l'isolement, la marginalisation. Et c'est cette victoire que nous, chrétiens, nous sommes appelés à partager dans nos relations les uns avec les autres. Et enfin, bien sûr, le Christ ressuscité nous donne une vie nouvelle en nous disant que tout ne finit pas à la mort. La vie éternelle est là, c'est la vie avec lui. Et donc nous sommes invités, à commencer par ceux qui ont été baptisés en cette nuit, donc qui sont renés de l'eau et de l'esprit, donc qui ont cette vie nouvelle qui commence déjà pour eux à la suite de Jésus ressuscité. 62 adultes ont reçu le sacrement de baptême au cours de cette célébration. Une joie marquée par le début d'une vie nouvelle pour ces nouveaux baptisés. Je suis très heureuse, je dis merci à Dieu. Je demande à Dieu de m'aider, je vais continuer toujours d'être chrétien. C'est le comble, c'est vraiment la grande joie d'être dans la grande famille de Dieu, qu'est l'Église de Jésus-Christ. Et surtout que le Père évêque est venu nous baptiser et il y a eu une pluie qui en a rajouté. Et nous en sommes vraiment fiers. Et nous espérons être de bons chrétiens pour marcher à la suite de Jésus-Christ, notre Sauveur. Cette célébration pascale à la cathédrale Notre-Dame de Lourdes a été marquée aussi par la célébration de l'Eucharistie, un moment fort de la célébration de la messe catholique. Tout de suite, retour sur Actu. Week-end pascal, week-end de don de soi, de générosité, avec notamment le retour d'Abdoul Service International sur le terrain du social. On ne l'entendait plus à ce niveau depuis quelques temps. Eh bien, ce week-end, la société immobilière a offert une ambulance et des vivres au profit des populations de l'arrondissement 9 de la ville de Ouagadougou. De la compassion pour les malades et les indigents de l'arrondissement 9 de Ouagadougou. Une ambulance neuve, 20 lits d'hôpitaux et des matelas, offerts par le président directeur général de l'entreprise immobilière Abdoul Service International au district sanitaire de Signoguin. Abdoul Ouedraogo donne également 8 tonnes de vivres pour les populations vulnérables de cet arrondissement. Le donateur ne pense pas s'arrêter là. Il dit vouloir étendre ce genre d'action à bien d'autres localités. Je n'ai pas besoin de donner la valeur. Parce que c'est ça qui dérange les banquiers, les petits banquiers, je veux bien dire. C'est ça qui les dérange. Vous savez que si tu fais un don à travers Dieu, si tu fais un don en pensant à Dieu, les valeurs
ce n'est pas la peine. Une ambulance, 20 matelas, 20 lits et 8 tonnes de vivres pour permettre aux gens de rentrer dans la fête sans problème. Nous sommes la veille de la Pâque. On est tous des croyants. Je pense que même si je suis musulman, la fête des chrétiens aussi nous concerne. Ce don d'Abdoul Ouedraogo est le premier du genre dans l'arrondissement 9 de Ouagadougou. Il marque le début d'un partenariat fructueux, selon Albeba Mogo, le patron du conseil municipal. On avait besoin d'une ambulance, des lits, des matelas. Je pense qu'au niveau du conseil municipal, on avait évalué les besoins du MCD. Et donc, ce matériel à point nommé, et je profite de le remercier parce que ça veut augmenter le plateau technique de la santé de l'arrondissement. Donc, vous savez bien que c'est un CSPS périphérique. Donc, des fois, même pour évacuer les malades, c'est à travers les tricycles, des fois même des vélos. Hein. Donc, vous voyez qu'avec une ambulance, maintenant, ça sera en tout cas chose aisée. Le district sanitaire de Signoguin compte 21 formations sanitaires, dont le CSPS de Kamsonguin, où se tient ce don. L'ambulance vient soulager les malades et enlève une épine aux pieds des responsables du district sanitaire. C'est un sentiment de joie au nom de l'ensemble des populations de Signoguin que je couvre, que nous recevons en tout cas ces joyaux qui sont en termes de lits et également en termes d'ambulance au profit des populations. Donc c'est vraiment un sentiment d'immense joie qui nous anime aujourd'hui. Le district sanitaire de Signoguin est en proie à de nombreuses difficultés. Outre le manque de matériel de laboratoire, certains CSPS comme celui des Pazani sont dépourvus de clôture. Les autorités sanitaires plaident pour que des solutions soient trouvées. Les dons d'Abdoul Service International suscitent depuis quelque temps des interrogations et des critiques. Sur ce point, voici la réaction du PDG Abdoul Ouedraogo. Tous ceux qui sont en train de parler comme ça, nous, on ne considère pas ces genres de versions. Et en tant qu'un homme d'affaires, c'est comme ça. Tu ne peux pas éviter les critiques. Moi, c'est que je voulais quand même tirer l'attention de tous les journalistes qui sont ici. Moi, Abdoul Ouedraogo, aujourd'hui, je ne dois pas aucune banque au Burkina Faso ici. Je continuerai toujours de faire mes gestes. Si je dois à une banque, la personne peut vraiment se présenter. Moi, aujourd'hui, je remercie le bon Dieu d'avoir me donné cette foi d'aider ma population, d'aider l'opinion publique. Bon, Abdoul Service ne se reproche pas de quelque chose. Vous savez que c'est des petits banquiers, des petits esprits qui disent ça. Un donateur, c'est que tout un pays a besoin d'un donateur. Nous sommes des travailleurs et c'est ce que Dieu nous donne qu'on enlève un peu pour donner. Nous allons continuer ces œuvres-là parce que c'est des œuvres de Dieu. C'est des œuvres de Dieu, on fait ça au nom de Dieu, on ne fait pas ça au nom de quelqu'un. Et je demande, tous ceux qui voient ça et ça les dérange, je leur demande de faire la même chose. Si Abdoul Service est venu à l'arrondissement 9 pour faire ces genres de dons, tu peux aller à l'arrondissement 10 pour faire la même chose. Voilà. Elle revient de façon récurrente dans les débats sur la réconciliation nationale, la justice transitionnelle. Cette semaine, un séminaire gouvernemental a même été consacré à la question. Le gouvernement et le HCROUN, le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, veulent aller vers des synergies d'action. La réconciliation nationale au Burkina Faso est un sujet d'actualité. Tout le monde en parle. Chacun a sa conception sur le processus pour y parvenir. Et ces derniers temps, dans le débat public, il est de plus en plus question de justice transitionnelle. Mais que renferme ce concept et quels sont ses enjeux? C'est ce que le HCROUN, le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, est venu expliquer au ministre au cours de ce séminaire gouvernemental. L'idée est de créer une synergie d'action entre l'institution chargée de la réconciliation nationale et le gouvernement et de définir les mécanismes susceptibles de dynamiser le processus de réconciliation nationale. La justice transitionnelle, n'exclut pas la justice classique. Elle n'est pas là pour remplacer la justice classique, mais elle offre des mécanismes qui sont de telle manière, conçus de telle manière que chaque pays, selon ses réalités et selon ce qui a bien pu provoquer des fractures sociales et permis de violer les droits de l'homme, que chaque pays, en partant de ses propres réalités, voit comment il peut utiliser les mécanismes que cette justice transitionnelle offre pour y parvenir et de la manière la meilleure possible. La justice transitionnelle repose sur 4 piliers. D'abord, la manifestation de la vérité, puis la justice et les réparations, et enfin la non-répétition, qui est l'étape des réformes.
où l'État met en place des garde-fous pour éviter que pareille situation ne se reproduise. La Tunisie, qui a une expérience à la matière, est venue la partager avec le Burkina Faso. Pour ceux qui ont commis des violations graves telles que l'homicide, les disparitions forcées, le viol et tout ça, s'ils n'avouent pas ce qu'ils ont fait et s'ils ne demandent pas pardon et que ce pardon ne soit pas accordé par les victimes, qu'ils passent devant les juridictions pour être jugés, il faut réparer ces victimes. Et même dans le cas où l'État est victime de corruption financière, elle doit être réparée par ces personnes corrompues et il faut réformer et surtout réformer nos institutions, vos institutions. Le rôle du gouvernement est de mettre en place des mécanismes d'accompagnement du Ashkroun pour lui permettre de réussir sa mission. La justice est une nécessité, la réconciliation est une obligation et les ministres ont conçu avec intérêt les différentes expériences des autres pays afin de nous enrichir et de réussir ce que tout le monde veut, un Burkina de paix et apaisé pour les générations futures. À travers cette démarche, le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale veut mettre en place une approche consensuelle du processus de réconciliation nationale. Avec nous sur ce plateau, Siaka Koulibaly, analyste politique. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, la réconciliation, question d'actualité, mais surtout le processus, les mécanismes ou les voies qui se précisent tout doucement. Au départ, c'était la CODER qui portait cette vision de justice transitionnelle. Visiblement, désormais, le Ashkroun, qui est l'institution en charge de conduire le processus, semble voir les choses semble être sur la même longueur d'onde. Alors, est-ce que véritablement on est en train d'aller vers ce mécanisme-là en lieu et place de la justice classique? Du point de vue de ce processus de réconciliation, c'est bien heureux qu'on assiste à ce séminaire gouvernemental qui fait quand même avancer les choses, c'est-à-dire prendre en charge par les institutions la question de la réconciliation nationale et surtout quel format nous adoptons pour cette réconciliation nationale au Burkina Faso. Je pense que la rencontre qui a eu lieu avait pour but de présenter les différentes approches, de sorte à créer une volonté politique là-dessus et que le gouvernement endosse un processus qui puisse aboutir. Mais ce qu'il faut clarifier, c'est qu'il n'y a pas de contradiction entre la justice classique et la justice transitionnelle, parce que dans les étapes de la justice transitionnelle, il y a la justice classique. C'est-à-dire que c'est une étape de la justice transitionnelle qui est la justice classique. La manifestation de la vérité. Après cette manifestation, il y a la justice. Après justice, il y a les réparations. Et c'est après les réparations qu'on passe à la phase politique où on prend des mesures, des réformes pour s'assurer que ce qui s'est passé ne se reproduise pas. Donc la garantie de non-répétition. Autant s'en tenir à cette étape, la justice classique, tout simplement. Oui, mais la justice classique pose aujourd'hui un problème politique et d'aucuns pensent même que ça a des causes, des implications sur la question sécuritaire. C'est pour cela que la justice transitionnelle arrive comme un processus qui englobe l'ensemble des questions, manifester la vérité, faire la justice et proposer des mesures pour que cela ne se reproduise plus. Donc on pense que si cette dernière étape n'est pas faite, il se peut que dans un proche futur, il y ait les mêmes situations. C'est pour ça qu'on va au-delà de la justice classique pour parler de la justice transitionnelle, qui est un processus beaucoup plus large. Toujours est-il qu'au sein de l'opinion, il y a encore une partie qui semble ne pas être d'accord avec cette démarche de justice transitionnelle parce que pour elle, c'est là le sentiment de consécration de l'impunité. Bon, je pense que beaucoup n'ont pas du tout compris de quoi il s'agit. Et c'est pour ça que j'étais assez heureux de voir cette rencontre. Parce qu'avec ça, on va commencer à avoir un projet pour la réconciliation nationale, projet autour duquel les gens vont maintenant discuter. Vous savez que jusqu'à présent, il n'y a pas de projet clair, si bien que tout le monde discute à sa manière. Chacun pense que quand on parle de réconciliation nationale, il s'agit de la rémission des péchés, de l'amnistie générale, de l'abandon des fautes, etc. Mais s'il y a un document clair qui est proposé, document autour duquel les uns et les autres vont donner leur point de vue, on verra très bien que la justice n'est pas du tout occultée et qu'au contraire, elle est une étape de cette réconciliation nationale.
Est-ce que effectivement le HCROUN qui est chargé d'organiser tout ça, véritablement on sent que les choses bougent désormais avec cette rencontre-là? Oui, j'ai toujours déploré que jusqu'à présent le HCROUN n'ait pas présenté un document national de réconciliation nationale. C'est autour duquel il y aurait eu beaucoup de discussions. On a vu la CODER pendant longtemps prôner la réconciliation nationale, mais avec son approche à la CODER, propre à la CODER. Il y a d'autres qui ont pris cette approche CODER pour considérer que c'est la seule forme de réconciliation possible et s'opposer donc à la réconciliation. Or, on aurait pu concevoir un processus de réconciliation qui inclut les différentes propositions des uns et des autres, de sorte qu'on ait un document sur lequel les gens peuvent discuter. Et je crois que nous sommes peut-être à cette étape maintenant. Le HCROUN va recevoir un mandat du gouvernement pour sortir un document qui va permettre donc aux différents partis, l'opposition, la CODER aussi, la société civile, etc., de donner leur point de vue, de sorte qu'on améliore le document avant même de commencer le processus de la justice transitionnelle. C'est vrai qu'au départ, l'idée même de réconciliation ne semble pas bien appréciée voilà, par une partie de l'opinion. Mais vous avez écouté tout à l'heure le ministre, le porte-parole du gouvernement, ça veut dire qu'il porte la voix du gouvernement, qui dit la réconciliation, c'est une obligation. Est-ce que ça veut dire que désormais, l'ensemble des acteurs sont unanimes qu'il y a un besoin de réconciliation nationale? Oui, si même on arrive déjà à initialiser le processus de réconciliation nationale, je pense que ça sera déjà un point positif pour le nouveau Premier ministre, puisque dans son discours de politique générale, il a inscrit la question. Donc, on pense que tout ce qui est en train de se dérouler, notamment cette rencontre-ci avec l'arrivée des Tunisiens, etc., c'est la mise en œuvre de l'approche du Premier ministre qui prend en compte la réconciliation nationale, mais qui n'était pas évident, même dans son cas. En fait, je vais parler du parti qui soutient le gouvernement. Ce n'était pas du tout évident qu'on parle même de réconciliation nationale. C'est vrai que le chef de l'État en a parlé plusieurs fois dans des déclarations solennelles, mais on connaît des militants au sein de son parti qui n'étaient pas du tout favorables à la question parce qu'ils avaient une compréhension de la réconciliation qui était l'abandon des fautes, l'oubli, l'amnistie, etc., etc. Mais si on présente une version qui inclut la justice classique et les mesures maintenant, un agenda politique qui permette de faire en sorte que les choses ne se reproduisent pas, moi je crois que ça permettra d'amener un consensus sur la question de la réconciliation nationale afin qu'on puisse avancer là-dessus. On attendra donc de voir l'évolution des choses. Toujours est-il qu'il y a nécessité d'aller un peu plus vite. Exactement. La suite de cette info avec notamment une semaine d'actualité marquée surtout par le retour des mouvements de grève dans la fonction publique. 24 heures d'arrêt de travail, une marche-meeting dans le secteur de l'éducation. La coordination nationale des syndicats de l'éducation l'avait annoncé pour dénoncer le non-respect des engagements pris par le gouvernement dans le protocole d'accord. Le point central des revendications de la CNSE, la coordination nationale des syndicats de l'éducation, c'est la finalisation du projet du statut valorisant et son introduction au Conseil des ministres. Cela devrait intervenir au plus tard en fin février 2019, mais jusque-là, rien n'aurait bougé. Las d'attendre, la CNSE est de nouveau dans la rue pour exiger du gouvernement le respect de ses engagements. Nous marchons aujourd'hui pour exiger du gouvernement la finalisation du statut valorisant. Nous marchons aujourd'hui pour dire au gouvernement qu'il a pris un engagement relatif à la question des personnels des ex-garderies populaires et qui devrait être opérationnel un mois après la signature du protocole en février 2018. Nous marchons aujourd'hui pour dire au gouvernement que sur la question du trousseau pédagogique, il faut que quelque chose soit fait. Nous marchons aujourd'hui pour dire que les questions indemnitaires pour lesquelles lui-même s'est engagé à corriger l'intégralité des indemnités avant fin novembre. Il y a un gros retard. En un mot, c'est l'ensemble du protocole d'accord qui souffre dans sa mise en œuvre, quoiqu'il y ait eu quelques avancées jugées plus ou moins timides, selon la CNSE. Il s'agit notamment de l'opérationnalisation des décrets relatifs à l'octroi d'une bonification d'échelon et la question de la révision des indemnités. La marche a lieu à quelques 2 mois des examens de fin d'année. Au cas où ces examens scolaires seraient perturbés,
Les syndicats de l'éducation tiennent le gouvernement pour responsable. C'est quand même normal que le gouvernement programme ses examens, c'est dans le cadre normal de ses activités. Mais nous également, il est notre devoir, notre rôle d'avoir un agenda qui nous permet d'exiger du gouvernement la mise en œuvre de notre protocole. Donc ça serait de la volonté du gouvernement. Ce serait de la volonté du gouvernement que les examens soient perturbés par les actions de la coordination nationale des syndicats de l'éducation. Cette grève de 24 heures est un avertissement au gouvernement selon la coordination nationale des syndicats de l'éducation qui n'exclut pas d'autres manifestations dans les prochaines semaines si l'exécutif ne propose rien de concret concernant la mise en œuvre effective du protocole d'accord. Les enseignants, mais aussi les agents de santé, à l'appel de leur syndicat, le SYNCHA, ils étaient en grève là aussi pour dénoncer le non-respect des engagements pris par le gouvernement. La délégation est conduite par le secrétaire général du ministère de la Santé. Première escale, la maternité. Les inspecteurs du jour sont reçus par le chef de service, le professeur Blandine Bonané-Thieba, qui va conduire la visite. Dans les couloirs, on peut apercevoir quelques blouses blanches s'inquérir de l'état de santé des patients. Les agents de santé en poste ont été réquisitionnés par les autorités. Ils sont aidés dans leurs tâches par des stagiaires pour assurer le service minimum. Le personnel réquisitionné est présent. Nous avons des stagiaires qui nous accompagnent, mais qui travaillent sous notre supervision parce que comme nous sommes un centre hospitalier de formation, ils n'ont pas droit à la grève. Et ce n'est pas tous les stagiaires qui sont là ce matin, ce sont ceux qui ont fini leur cursus et qui nous accompagnent dans la prise en charge des urgences obstétricales. Toutes les catégories professionnelles ont été réquisitionnées au regard du vide laissé par les grévistes. Le personnel de santé des forces armées nationales a été aussi mis à contribution. Au département des urgences, même constat, le service minimum est assuré. La visite du jour concerne essentiellement les services jugés sensibles et prioritaires. Ce qui est fondamental pour nous, c'est que le malade qui est dans une situation de détresse, d'urgence, en tout cas, puisse avoir accès aux soins. Donc nous avons ciblé quelques services vitaux. Et vous avez constaté que c'est la maternité. Une femme qui a besoin d'une césarienne, ça ne peut pas attendre. Et un malade qui est en situation de détresse, ça ne peut pas attendre. Donc nous avons choisi quelques services vitaux pour s'assurer de la fonctionnalité de ces services. Au terme de la visite, les autorités ministérielles se disent satisfaites de l'effectivité du service minimum au centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo. Elles se disent également déterminées à tenir le coup durant ce mouvement d'humeur de 48 heures. Mais pendant ce temps, à la bourse du travail où ils ont érigé leur piquet de grève, les grévistes font le bilan de leur mouvement dans la douzaine d'établissements sanitaires de la province du Kadiogo, où la grève aurait été suivie à environ 95%. Le CMA 100%. La majeure partie des CSPS sont fermés, sauf l'ex-27 où il y a une seule sage-femme qui travaille. Ouh, à la sage-femme! Ouh, à la sage-femme! La résolution de cette situation n'est pas de réquisitionner des gens. Ce n'est pas de payer des gens pour qu'ils viennent. Ce n'est pas d'inviter les étudiants pour qu'ils viennent remplir. Non, c'est de résoudre les problèmes posés. Les engagements que soi-même on a pris là, il faut qu'on les respecte. C'est ça qui peut, sinon, c'est des grèves à répétition, c'est des réquisitions à répétition, et ça, on va où avec ça? Le SYNCHA dit être conscient de la sensibilité de son domaine d'activité, mais cela ne saurait justifier ce qu'il qualifie de mépris du gouvernement à son égard. Nous-mêmes, nous ne voulons pas aller à la grève. Nous ne voulons pas aller à la grève. Mais si le gouvernement prend ses engagements et ne veut pas les respecter, on fait quoi? Ça, c'est un. De deux, nous sommes un secteur sensible, nous sommes tous d'accord là-dessus. Mais qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que nous avons de particulier pour que nous s'assoient sur nos problèmes parce qu'on est un secteur sensible? Quel traitement différent on bénéficie parce que nous sommes un secteur sensible? C'est ça aussi le problème. Donc si tout le monde est d'accord que nous sommes un secteur sensible, tout le monde doit s'unir pour faire pression sur le gouvernement pour que ses engagements, il les respecte. Ce que réclame le syndicat national des travailleurs de la santé humaine et animale, c'est entre autres l'amélioration des conditions de travail et l'application de la loi de la fonction publique hospitalière qui devra entrer en vigueur depuis janvier 2018.
Le syndicat qui parle donc de non-respect des engagements. Suivant cette réaction du gouvernement sur la plateforme revendicative de Sincha, la ministre de la Santé dit que le dialogue et les négociations se poursuivent. La plateforme continue d'être mise en œuvre, a-t-elle déclaré. Les concertations se poursuivent. Le dialogue n'est pas rompu. Le Sincha exige l'application des protocoles d'accord et cette application est en cours depuis notre prise de fonction. Il y a certains points qui nécessitent une adaptation avec les textes réglementaires, mais le gouvernement n'a jamais arrêté de mettre en application les promesses qu'il a faites au niveau des partenaires sociaux. Et donc, tout se poursuit, tout se met en œuvre pour que les points de revendication qui répondent aux promesses issues des protocoles d'accord avec le gouvernement puissent être accomplis. Je vous remercie. Voilà. Après la santé et l'éducation, la justice entre dans la danse. Les greffiers ont entamé un mouvement de grève illimité cette semaine. C'est la paralysie du système pénal juridictionnel. Il est 9h passé de 5 minutes lorsque nous arrivons à la cour d'appel de Ouagadougou. Habituellement, à cette heure de la journée, des procédures judiciaires sont en cours dans la salle d'audience numéro 1. Mais dans la matinée de ce 19 avril, c'est le silence et l'absence. Les sièges du président de la formation et de ses assesseurs sont vides, celles du procureur et du greffier également. La raison, un mouvement d'humeur entamé à la surprise générale par les greffiers. Les avocats ont du mal à comprendre la situation. Depuis le 8 mars, on continue donc dans la paralysie du système pénal juridictionnel. Et aujourd'hui, on nous dit que toutes les autres sphères de la justice, notamment civile, commerciale, sociale, administrative, au niveau de toutes les juridictions, également, s'est arrêtée ce matin à cause d'un mot d'ordre de mouvement d'humeur du personnel des greffes. Au jour d'aujourd'hui, la justice pénale était une université. On aurait pu dire qu'on allait l'invalider purement et simplement. Ces perturbations du milieu judiciaire dues depuis octobre 2018, période à laquelle la garde de sécurité pénitentiaire a débuté son mouvement d'humeur. Avec cet autre mouvement d'humeur d'un des acteurs clés de la chaîne, c'est tout l'appareil judiciaire qui se retrouve grippé sans qu'on ne sache jusqu'à quand. Que ceux qui sont dans les maisons d'arrêt, que ceux qui sont au niveau des polices judiciaires puissent avoir un traitement diligent pour qu'on puisse effectivement, dans un délai raisonnable, dire s'ils sont coupables ou pas, et pouvoir bénéficier de leur liberté. Il y a nos enfants là-bas, il y a nos petits frères là-bas, il y a nos épouses, il y a nos frères, nos sœurs, qui ne sont probablement pas forcément coupables de ce dont on leur accuse. Ils sont nombreux ces usagers qui ont reçu l'information comme un coup de massue. Venus pour faire établir un casier judiciaire de toute urgence, Abdoulaye Zongo va devoir patienter en attendant qu'une solution soit trouvée. C'est désastreux, je ne suis même pas du tout content, je suis pas content. Ça va bouleverser mon programme, mes dossiers, c'est pas... Oh, le lundi est férié. C'est urgent, c'est très urgent. Voilà, j'avais besoin de ça même aujourd'hui même. Maintenant, c'est dès que je suis arrivé ici que j'ai appris qu'il y a une grève. J'ai suivi à la télé, hier, j'ai suivi le journal parler de 20h, mais on n'a pas parlé de grève. On parlait de l'éducation nationale et puis au niveau de la santé. Là. Les avocats appellent le gouvernement à réagir afin de remettre en marche l'appareil judiciaire. Si rien n'est fait d'ici quelques temps, les avocats menacent d'organiser des manifestations au niveau du ministère de la Justice et des maisons d'arrêt afin de se faire entendre. Voilà. Éducation, santé, justice, tous des secteurs sensibles. C'est là le retour des vieux démons, alors il faut craindre. Qu'est-ce qui fait qu'on en arrive là? Et quand vous voyez sur l'ensemble de ces mouvements, on parle de non-respect des engagements. Est-ce que ça veut dire que jusque-là, le gouvernement pêche à ce niveau, le dialogue social, le respect des engagements? Oui, je crois que le Front social s'est animé. Il faut le constater. Quand on veut résumer toutes ces manifestations, je crois qu'on est obligé de conclure à une difficulté trésorière, budgétaire du gouvernement, à satisfaire les différents points de revendication, parce qu'on ne peut plus dire qu'il s'agit de la faute des travailleurs, puisqu'il y a eu des accords qui ont été passés depuis 1 an
avec le gouvernement et ce sont ces accords qui ont du mal à être mis en œuvre. Donc là, il faut peut-être être relativisé en disant que à la fois les travailleurs sont dans leurs droits parce qu'ils ont bénéficié d'accords du gouvernement pour la mise en œuvre d'un certain nombre de mesures, mais le gouvernement également fait face à des difficultés et là, on le sait également, on ne parle pas de l'autre pan du front social qui est la question des financiers. Donc qui appauvrissent le budget de l'État, qui fait qu'encore moins le gouvernement est en mesure de satisfaire. C'est vrai que quand ça ne fonctionne pas au niveau des finances, c'est difficile de satisfaire cette plateforme évaluative. Exactement. Donc je ne sais pas exactement comment le gouvernement va s'y sortir de cette situation. C'est là où déjà quand on parlait de la dernière conférence de presse du parti au pouvoir du MPP, on aurait voulu que le parti s'attache plus à la résolution de ces questions que de donner certaines réponses aux ONG qui stigmatisent une situation qui prévaut dans le pays. Donc là, c'est un vrai casse-tête. Parce que là, c'est la question justement. Comment on sort de ce bourbier finalement? Parce que là, le gouvernement, on ne pourrait pas dire que c'est un problème de volonté. C'est vrai que quelque part, le responsable de la coordination nationale des syndicats de l'éducation le dit quelque part. S'il y a blocage, ce sera de la faute du gouvernement. Mais quand on sait aussi qu'au niveau des finances, ça ne bouge pas, c'est vrai que c'est difficile d'avoir les moyens nécessaires pour satisfaire ces plateformes revenditives. Et on se demande finalement, que faire? Quelle peut être la solution pour le gouvernement aujourd'hui? Moi, je pense que, très sincèrement, la solution pourrait venir du côté politique, à savoir que le gouvernement analyse très sincèrement la question et prenne des mesures très fortes qui peuvent amener à geler certains des programmes départementaux au profit d'un allègement des demandes qui sont faites par les travailleurs. Parce qu'au niveau où on se trouve, je pense qu'il est difficile de satisfaire l'ensemble des revendications. C'est certain. Est-ce qu'il ne faut pas déjà commencer par s'attaquer de façon frontale à la situation au niveau des finances, c'est-à-dire trouver de façon courageuse un consensus avec les syndicats au niveau des finances pour régler d'abord ce problème de mobilisation des recettes avant de peut-être penser aux autres plateformes? Mais bien sûr. Moi, personnellement, mon point de vue, il est assez clair là-dessus. Il ne fallait pas laisser s'installer cette crise avec les financiers à cause des implications que cela a sur le reste des secteurs du développement. On a laissé s'installer la crise avec les financiers sur la base d'un certain populisme où le gouvernement se laisse tirer vers l'extrémisme par certaines opinions que je ne pense pas être majoritaires et pensent être donc dans le vrai. Ils prennent des mesures, des positions qui finalement s'avèrent suicidaires pour lui-même. Aujourd'hui, le gouvernement est celui qui a introduit le projet de loi sur les fonds communs à l'Assemblée. Il s'est fait adopter cette loi-là. Et ce sont les conséquences de la loi qu'on a aujourd'hui. Donc, justement, pris entre deux feux, est-ce qu'il faut revenir en arrière pour revoir cette question de fonds communs et satisfaire un peu les agents des finances, ou alors est-ce qu'on persiste dans cette volonté de poursuivre les choses au niveau du plafonnement pour faire plaisir à une certaine opinion qui pense qu'il y a injustice dans le traitement des agents de la fonction publique? C'est là toute la question, tout le problème pour le gouvernement. C'est pour ça que je mets le doigt sur l'aspect politique de la question. Il s'agit ici d'une décision qui revient aux politiques, aux leaders. Courageuse. Exactement. Quitte à s'attirer... courageuse. Mais il est de toute façon très difficile, de l'extérieur de ces cadres-là, de comprendre exactement comment on peut sortir de cette situation. Même la question des financiers, quels sont les aménagements que le gouvernement peut apporter pour améliorer la situation et trouver un terrain d'entente avec les travailleurs des finances? Ça, c'est eux seuls qui peuvent le savoir. Il est difficile de l'extérieur de pouvoir cerner ces questions-là. Parce que juste là, on a comme l'impression qu'il n'y a plus de dialogue à ce niveau, le dialogue est rompu. Oui, ça ne bouge pas du tout. Donc, on ne voit pas aujourd'hui les concertations, comme Madame le ministre de la Santé l'a dit, dans le domaine des finances. Apparemment, c'est le blocage total. Les financiers sont dans leur position. Et ça n'avance pas du tout. Du coup, on voit les conséquences que cela a sur les autres domaines. Même ceux qui ont des avantages déjà acquis. Je prends le cas des magistrats. À un moment donné, ils peuvent se retrouver en difficulté s'il n'y a pas de recettes budgétaires. Donc, je crois qu'il y a un péril qui menace donc, le fonctionnement de l'État, mais même le pays tout entier, parce que des secteurs comme la défense, imaginez qu'on ne puisse plus assurer les traitements des militaires, des policiers, des gendarmes, ne puissent pas acquérir les équipements qu'il faut
avec le péril terroriste qu'il y a aujourd'hui dans le pays, imaginez ce que cela fait. Donc je crois que le gouvernement et les partis au pouvoir doivent donc revoir la copie et essayer de trouver une solution qui permette donc de sortir de cette situation où nous nous trouvons, même si c'est temporairement. Le temps que les choses reprennent donc... Peut-être qu'il faut aller très vite sur ce dialogue politique qui devrait s'ouvrir pour mettre toutes ces questions dans le même panier. Ça fait partie aussi des choses. C'est pour ça que la question de la réconciliation, j'avais trouvé ça très intéressant, parce qu'à la clé, il y a le dialogue politique. Et comme le dialogue politique a déjà été annoncé par le chef de l'État, on avait pensé que très rapidement, la semaine écoulée, on aurait eu un calendrier de ce dialogue, mais surtout son agenda. Parce que comme on a écouté le chef des files de l'opposition, ils sont d'accord pour le principe du dialogue, mais tout dépendra du contenu de ce dialogue-là, de l'agenda. S'il s'agit seulement des questions politiciennes qui intéressent le chef de l'État, la question du référendum, la question de la loi électorale, bon, qui sont, c'est vrai, des questions nationales importantes, mais qui ne sont pas seules à l'ordre du jour, il va falloir donc ajouter toutes les questions qui fâchent, y compris la fronde nationale. Donc, permettre qu'il y ait un traitement global de toutes ces questions-là, de sorte qu'on puisse avoir une solution sur chacun des points qui sont posés, et puis pouvoir avancer là-dessus. Si déjà la discussion n'est pas initiée, on ne sait pas quand est-ce que le dialogue va se tenir, on ne sait pas quels sont les thèmes qui seront dans le dialogue, la situation va pourrir sectoriellement, par morceaux, et puis finalement, il y aura un impact général sur l'économie nationale. Les points de croissance que nous avions jusqu'à présent, les 6%, je serais étonné qu'on puisse les atteindre en 2018, si on fait les calculs par la suite. Donc, il y a un réel péril ici, à la fois le fonctionnement de l'État, la question sociale et la question sécuritaire. Donc, tout vient donc se greffer sur cette question financière-là. Le gouvernement qui semble ne pas avoir la solution, et pourtant des institutions sont mises en place. Il y a le Haut Conseil du dialogue social qui devrait pouvoir, à son niveau, trouver la bonne formule pour ramener l'ensemble des acteurs sur la table des discussions et pouvoir trouver le consensus qui permet aux uns et aux autres de comprendre la réalité financière du pays et peut-être donc de trouver le moyen de suspendre un peu ces différents mouvements pour qu'une solution soit trouvée. Mais là, on a comme l'impression que finalement, personne n'a la solution. Et là, on est bloqué. Il y a un plantage général. Je crois que la question du Haut Conseil pour le dialogue social est importante à soulever maintenant, en revenant donc sur son démarrage, qui, je pense, de mon point de vue, a été pas très conforme à ce à quoi on s'était attendu, parce que le dialogue qui s'est ouvert a porté sur une mise à plat des rémunérations, qui est un thème qui n'était pas du tout du goût de tous les travailleurs. Et on a vu qu'une bonne partie donc, des syndicats qui drainent et qui structurent les travailleurs ne sont pas venus à ces dialogues-là. Je voulais justement qu'hier, on parle de l'ensemble des richesses du pays. Donc, les syndicats, je crois qu'ils avaient fait une proposition que j'avais trouvée pas très inintéressante, à savoir, si on veut parler des questions de rémunération, qu'on ne parle qu'avec ceux qui sont concernés. Si on veut parler des questions des ressources du pays, effectivement, là, on peut élargir à toutes les forces sociales. Or, on a élargi aux forces sociales pour parler des questions de rémunération. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont venus à la table de la discussion sans être concernés par la question de la rémunération des agents publics. Du coup, il y a des décisions qui ont été adoptées à cette rencontre qui sont inapplicables parce que ceux qui sont concernés ne veulent pas. Et aujourd'hui, il y a le Front social qui s'est animé à partir donc de tous ces ratés, que je considère comme des ratés, et où on voit que le gouvernement, après avoir enfoncé l'accélérateur sur une approche des questions, aujourd'hui, apparemment, est dans le plantage et n'arrive pas à nous faire des propositions alternatives pour sortir de la situation où on se trouve. Et or, vivement, il faut que cette question soit réglée maintenant, parce que vous savez que sur le plan économique, les crises, plus elles durent, plus elles s'étalent dans le temps. C'est-à-dire qu'on aura des conséquences en 2019, mais surtout en 2020 et après. Donc, il ne faut pas laisser durer la crise à l'heure actuelle, il faut trouver une solution. On avait pensé que le Premier ministre qui était arrivé, homme de dialogue, de consensus, homme d'administration, aurait été très utile pour faire des propositions concrètes à certains niveaux du fonctionnement de l'administration, afin donc d'amener les travailleurs à un certain relâchement de leurs revendications,
ne serait-ce qu'un moratoire de quelques mois pour que le gouvernement puisse trouver des solutions plus durables. La réalité, c'est qu'il y a urgence, mais on n'a pas l'impression qu'au niveau de l'exécutif, on comprend cette urgence. Oui, je crois aussi qu'on ne voit pas du tout cette urgence dans le comportement, dans les propos donc, des membres du gouvernement. Ils semblent donc avoir pris des décisions et ne veulent plus revenir là-dessus. Ce qui fait que, je pense, les travailleurs, à un moment donné, se sont dit, bon, il y a une sourde oreille de la part du gouvernement qui peut-être vient à la table des négociations, mais ne vient pas du tout avec des solutions. Si on prend le cas spécifique des enseignants du primaire, le ministre avait annoncé effectivement certaines avancées, comme la revalorisation donc, des échelons, qui avaient été acceptées par les syndicats, mais apparemment, la demande est beaucoup plus forte que cette simple question-là. Ils ont parlé ici du trousseau pédagogique, et qui semble être indispensable pour le travail même donc, des enseignants. Il y a aussi les conditions d'hébergement de ces gens dans certaines zones du pays qui posent problème. Donc, je pense qu'il y a vraiment beaucoup à faire. Malheureusement, au même moment, il y a ces questions financières qui viennent se poser. Et vraiment, de l'extérieur, on ne sait pas comment ce gouvernement va s'en sortir. Il faut attendre de voir. Peut-être qu'il va falloir approcher certains responsables gouvernementaux, je parle donc des médias, pour essayer de vous enquérir sur comment est-ce que, quelles sont les stratégies à court, moyen et long terme pour sortir de cette situation-là. Parce que là, il y a un ministère en charge donc, du dialogue social, le ministère de la fonction publique notamment, mais à ce niveau aussi, jusque-là, rien, il n'y a pas de convocation à la table des discussions. Est-ce que finalement, on attend que ce soit le Haut Conseil du dialogue social qui crée ce cadre où finalement, au niveau du ministère en charge du travail, on ne fait rien? Pour le ministère de la fonction publique, c'est cet instrument-là, le Haut Conseil du dialogue social qui est chargé de la question. C'est pour ça qu'on ne voit plus le ministre faire d'autres propositions. Il pense que c'est ces cadres-là qui auraient dû régler. Mais avec ce que nous venons de dire là-dessus, c'était déjà mal parti dès le départ. Qui a déjà mal à sa crédibilité, à son consensus avec l'ensemble des acteurs. C'est ça. Et là, c'est... Il n'y a pas de proposition alternative. Pas de proposition alternative. Là, on est dans une situation véritablement où ça bloque partout, surtout quand on parle de ces secteurs assez sensibles comme la santé. Comme l'éducation avec les examens qui s'approchent. C'est assez inquiétant. Mais il y a aussi la justice. Et puis, on l'a vu cette semaine, 2 manifestations, les greffiers, mais aussi les femmes des détenus qui ont manifesté au niveau du TGI également pour dénoncer cette situation de blocage. C'est assez inquiétant quand même. Les femmes des détenus, je crois, représentent les usagers. Usagers que nous avons vu aussi les jeunes qui cherchent à faire leurs documents administratifs. Donc, ce qui est clair, tous les secteurs de l'administration publique sont des secteurs qu'il faut considérer comme sensibles, de toute façon. Parce qu'ils touchent, à un moment ou un autre, une catégorie de la population. Donc, ce qui est indispensable, c'est de faire en sorte que, même s'il y a des problèmes de fond, comme ces questions de revendication des travailleurs, on fasse en sorte qu'il y ait un minimum de fonctionnement. Je prends l'exemple de la justice et des greffiers. Il aurait été peut-être aussi intéressant de voir comment on peut organiser un service minimum ou un service parallèle pour les aspects de délivrance des actes administratifs. Peut-être que ça peut se négocier et que d'autres puissent être bloqués par la grève donc, des greffiers. Mais apparemment, le dialogue social lui-même, conduit par le gouvernement, semble être en panne également, où ils n'arrivent plus à échanger avec les secteurs de travailleurs pour leur demander, disons, des aménagements de leur mouvement de grève, de sorte qu'on puisse aussi avoir un fonctionnement minimal de l'administration et qu'on n'ait pas un blocage général comme cela se passe. Heureusement qu'il s'agit de grèves d'assez courte durée, que ce soit la santé, l'éducation ou les greffiers. On espère que les choses vont reprendre et que cela va donner un coup de pied dans la termitière du gouvernement, de sorte que dans les semaines ou les jours qui suivent, on ait aujourd'hui une proposition concrète, peut-être pour le dialogue social, le dialogue politique, pardon, mais aussi sur le dialogue social entre le gouvernement et les travailleurs. Il est indispensable que il existait un cadre, malheureusement. Voilà, qui n'a pas encore fonctionné pour 2019, mais je crois qu'en 2018, ils avaient pu tenir la rencontre. Mais comme l'ont dit les syndicats à la sortie du dialogue de 2018, apparemment, le cadre est devenu un cadre formel qui n'apporte plus vraiment de solutions.
et qu'eux, ils sont, disons, désabusés de participer à ces cadres qui ne donnent plus de décisions de fonds, ce qui fait que finalement, ce qui a fait que peut-être le gouvernement n'a pas convoqué pour 2019, alors qu'aujourd'hui l'urgence existe et qu'il faut régler ces questions-là assez rapidement. Est-ce que le gouvernement ne paie pas la cache son manque d'autorité ou de courage au départ? C'est-à-dire, il y a eu des plateformes qui ont été mises sur la table, il y a eu des mouvements, des pressions. Le gouvernement a cédé à ces pressions en acceptant des protocoles d'accord, mais aujourd'hui se retrouve confronté à une réalité financière qui visiblement ne permet pas de satisfaire toutes ces plateformes. Oui, je pense que le gouvernement a dû minimiser la profondeur de la crise. Effectivement, dès le départ, des plateformes ont été acceptées rapidement, mais non seulement ça, il y a eu des budgets qui ont été revus pour prendre en compte l'ensemble des revendications. Et ce qui avait fait à un moment donné dire aux spécialistes que la masse salariale était autour de 51%, ce qui était déjà hors norme au UEMOA. Bon, le gouvernement avait répondu à l'époque que non, il s'agissait donc d'aménagements qui pouvaient être supportés. On avait espéré, parce que moi, je ne suis pas du tout favorable donc, au nivellement des rémunérations, parce que ça crée énormément de soucis, des remous par-ci par-là. Donc, comme le gouvernement avait commencé en acceptant la plateforme des magistrats, on avait pensé que le gouvernement avait sa petite idée sur comment mobiliser les recettes et faire en sorte que les autres revendications qui allaient venir, ils puissent aussi les satisfaire. Malheureusement, on s'est rendu compte très rapidement que la plateforme des magistrats avait peut-être été acceptée par tactique politique ou politicienne même tout simplement, et que les autres, on n'était pas très favorables à les satisfaire. Et quand les revendications ont commencé à être nombreuses, le gouvernement est sorti avec sa carte de la mise à plat et qu'il n'y aurait pas du cas par cas dans le traitement. Donc, on a vu donc la conférence qui a été convoquée. La solution qui a été adoptée à ce niveau n'a pas été satisfaisante. Et les syndicats, bon, certains syndicats l'ont considéré comme nul et nul effet. Du coup, c'est une plateforme qui ne reçoit pas l'assentiment des travailleurs. Et de l'autre côté, il n'y a pas les moyens, parce que s'il y avait les moyens déjà budgétaires de satisfaire à ce que le gouvernement lui-même a accepté, peut-être que ça allait amoindrir la revendication des travailleurs. Mais si rien n'est fait, il y a des bonifications d'échelons qui ont été adoptées, mais concrètement, les travailleurs ne voient pas dans leur feuille de paye les impacts donc, de ces changements. Du coup, il est très difficile de leur en vouloir lorsqu'ils vont dans les grèves. Il suffit seulement que le gouvernement innove et trouve des solutions qui sont des solutions de longue durée également. Des solutions de longue durée. C'est vrai qu'à côté de cela, il y avait... le Premier ministre avait pris l'engagement aussi de travailler aussi sur la réduction de train de vie de l'exécutif notamment. Avec ça aussi, on attend les choses venir. Et il y a de quoi encore à rajouter aussi à ce côté dur des organisations syndicales, parce que là aussi, ils disent, mais à côté, il y a tous ces ministres et ces présidents d'institutions et toutes ces institutions qu'on estime budgétivores qui continuent de fonctionner. Exactement. C'est ça l'autre problème, justement. La suite de cette info, la crise du foncier urbain et ses épisodes de mouvements de population. Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, les opérations de déguerpissement font grincer des dents. Novox Burkina est monté au chrono cette semaine. Novox Burkina a très remonté contre les déguerpissements de population dans les zones d'habitation spontanée communément appelées non-lotis. Ces derniers mois, de nombreux habitants de ces zones ont été délogés de leur logement par les autorités municipales à Bobo-Dioulasso. Plus récemment à Ouagadougou, les habitants du quartier Gargan, sur la RN6, route de Saponé, sont menacés d'expulsion par une société immobilière de la place. Autant de faits qui révoltent l'association Novox Burkina. Lorsqu'une population est installée dans une zone, des individus s'installent et ça devient une population, ils n'ont aucun droit de les déguerpir de façon draconienne. Non, sans relogement, rien. Parce que les sociétés immobilières s'insurgent contre la population et l'État qui a l'obligation de protéger ces populations-là fait table rase, silence de mort, silence radio, nous ne sommes pas d'accord. Le réseau national des sans-voix reproche aussi au gouvernement la lenteur dans la gestion du passif du foncier urbain. Le réseau dit en avoir ras-le-bol de tous ces rapports de commission qui restent dans les tiroirs sans être mis en œuvre.
Nous avons besoin des actions concrètes sur le terrain au lieu des commissions ad hoc improductives. Nous voulons savoir où se trouvent les doubles bouchons de ces enquêtes. En tout état de cause, nous pouvons citer entre autres la commission d'enquête parlementaire sur le foncier urbain au Burkina Faso, la commission interministérielle sur les travaux d'achèvement d'opérations de lotissement ou de restructuration. Le mouvement d'humeur des agents du ministère de l'économie et des finances était aussi au menu de la conférence de presse de ce 18 avril. Novox Burkina invite les agents du Minefid à reprendre le travail dans les plus brefs délais. Si aucun changement n'est observé d'ici quelques jours, le réseau menace d'organiser des manifestations. Voilà, Siaka Koulibaly, c'est l'autre bombe qui est là, qui peut exploser à tout moment, la question du foncier urbain, avec tous ces déguerpissements qu'on constate un peu partout, et puis cette montée en puissance des sociétés immobilières qui s'accaparent des terres. Oui, je crois que c'est effectivement, comme vous dites, une bombe, parce que la question foncière est une question très sensible également dans notre pays, à côté de tous les autres que nous venons de voir. Et là aussi, on a l'impression qu'il n'y a pas une politique très claire du gouvernement sur ces questions donc, de terres. La décision a été prise d'arrêter donc, les lotissements. Donc, les collectivités sont retirées de cette question. On est passé à un mode privé de gestion de la question foncière et qui crée énormément de soucis parce que les zones où il y a des habitations, ce qu'on appelle les non-lotis, ont finalement se sont retrouvés dans le patrimoine des sociétés immobilières qui, à un moment donné, revendiquent leurs terres pour pouvoir faire les aménagements qu'ils ont prévu de faire. Et c'est là où les populations découvrent que là où ils sont, c'est des terres qui appartiennent à soit un individu, soit une société. Et je pense que le côté qui pose problème ici, c'est le côté de l'information et de la sensibilisation. Ils auraient dû, je peux parler des collectivités, commencer à sensibiliser, parce qu'elles ont déjà cédé les terres, sensibiliser les populations qui sont là-dessus et commencer à trouver des solutions de réchange à ces populations-là, parce que le droit à l'habitat est un droit constitutionnel. Donc le gouvernement a le devoir d'accorder une possibilité de se loger à tous les Burkinabés. Donc il ne s'agit pas seulement de laisser les sociétés immobilières face aux individus qui sont sur les terres, mais il faut que les collectivités et le gouvernement se mêlent également pour trouver des solutions, ne serait-ce qu'éviter qu'on en arrive aux confrontations. Parce que comme vous le savez, si on prend le cas des sociétés minières, lorsque le gouvernement n'arrive pas à proposer des solutions, des sorties de crise honorables, il y a des débordements et les populations généralement vont faire des blocages donc, du fonctionnement des mines, etc. Il faut prier que cela n'arrive pas dans le domaine du foncier et que le gouvernement puisse encore avoir la main, même si on parlait tout à l'heure d'un problème d'autorité chez le gouvernement, mais ces questions-là quand même peuvent être résolues parce qu'il y a des textes à la matière, il y a aussi des grandes orientations qui ont été prises par donc, le rapport parlementaire sur le foncier, qui fait des propositions ici, mais apparemment qui n'ont pas du tout été mises en œuvre. Je crois que c'est ce que l'ONG en question est en train d'évoquer. Donc, il y a un ensemble de dysfonctionnements qui créent tous ces problèmes que nous voyons sur place, et il faudrait peut-être qu'il y ait un réveil, un sursaut au niveau gouvernemental pour pouvoir faire face à tous ces problèmes en même temps. Voilà. On suivra l'évolution de l'actualité au niveau du Mali avec la démission de Soumeilou Boubei Meiga. En coup de semaine, on saura peut-être il y aura un nouveau gouvernement. Exactement. Et puis en week-end, on en parle justement. Okay. Merci. Ça sera tout donc pour cette info. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur notre chaîne. Bonne reprise de travail demain pour ceux qui travaillent bien sûr, puisque demain, c'est la nuit de Pâques, férié. Excellente soirée. Bonsoir.